Bonjour à tous. Mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, monsieur le directeur général des Journées de l'économie, madame la présidente du jury de l'Association française de sciences économiques, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les économistes et experts, mesdames et messieurs. Pour soutenir la guerre, 3 choses sont nécessaires. Premièrement, de l'argent. Secondement, de l'argent. Troisièmement, de l'argent, martelait déjà au XVe siècle le maréchal Jacques de Trivulzes à son roi Louis XII. Hier comme aujourd'hui, l'argent demeure en effet l'éternel nerf de la guerre. Mais aujourd'hui, cette question ancienne résonne avec une acuité brûlante et une urgence stridente. Car le monde d'hier s'effondre sous nos yeux. La douce torpeur des dividendes de la paix s'est dissipée devant le retour brutal du tragique. Nous sommes entrés dans une ère belligène, celle de la violation décomplexée du droit international. Cette bascule géopolitique est une profonde source de préoccupation et d'angoisse pour nos compatriotes. Partout sur le territoire, je ressens cette inquiétude. Sur le terrain, nos concitoyens m'interpellent de plus en plus sur la menace de guerre. Ils veulent savoir si nous sommes prêts, si la France est prête, si l'Europe est prête. Lors de mes 2 déplacements en Ukraine, à Kiev, à Tcherniv, à Odessa, auprès des populations endeuillées et bombardées, j'ai mesuré ce que signifie très concrètement le retour de la guerre sur notre continent. Mais j'ai aussi admiré la dignité d'un peuple qui combat debout et fier pour sa souveraineté et sa liberté. Une liberté qui se paie au prix fort, celui du sang bien sûr, mais celui aussi des finances, car le budget de la défense ukrainien culmine à 34% du PIB, la charge la plus élevée au monde. Face à ce retour du tragique, la France détient un atout maître. Nous avons été des précurseurs. Dès 2017, en effet, notre pays a tourné la page des dividendes de la paix. En 8 ans, le budget dévolu à nos armées a progressé de 57%. La loi de programmation militaire 2024-2030 sanctuarise et amplifie cet effort avec 413 milliards d'euros prévus sur 7 ans. Au total, le budget de notre défense aura plus que doublé d'ici 2030. Ainsi, malgré un contexte budgétaire tendu, ce sont chaque année plus de 3 milliards supplémentaires que nous consacrons à notre défense. Ces budgets, votés par notre Assemblée, tirent aussi les leçons des rétextes d'Ukraine. Le budget 2025 prévoit par exemple 27% de ressources supplémentaires pour reconstituer notre stock de munitions. Et je veux le souligner, notre Assemblée, singulièrement nos commissions de la Défense nationale et des Forces armées et des Finances, dont je salue les membres présents, ont su voter des budgets conformes à la loi de programmation militaire et contrôler avec exigence et vigilance sa bonne exécution. Car dans cette maison du peuple, nous veillons à ce que tout denier public soit justifié, optimisé, maximisé. Mais face à l'isolationnisme trumpiste et à la menace poutinienne, il faut le dire sans détour, les 2% du PIB n'apparaissent plus comme un plafond, mais comme un plancher. La question se pose par conséquent. Faut-il aller à 3,5%, comme évoqué par le président de la République, contre 2,1% aujourd'hui? Faut-il aller encore plus loin? Comment financer cet effort et surtout quelle vision stratégique et quel modèle d'armée? Cette question est au cœur de notre débat public. Et c'est une priorité que je saisis aussi à bras-le-corps. Mes déplacements réguliers auprès de nos forces armées, récemment à Toulon, à Brest, pour rencontrer nos marins et sous-mariniers, bientôt à Castres, auprès du 1er régiment de parachutisme d'infanterie de marine, me permettent de constater l'excellence et l'engagement exceptionnel de nos militaires, mais aussi de mesurer les besoins impérieux de notre montée en cadence et en puissance. C'est pour ça que les questions qui seront posées lors de ce débat seront cruciales. Où et comment mobiliser de nouvelles ressources? Alors que BPI-France créera dans les prochains mois un fonds dédié de 450 millions ouverts aux particuliers, comment mieux associer les Français, les épargnants, au financement de leur base industrielle et technologique de défense? Comment aussi maximiser les synergies avec le plan ReArm Europe présenté par la Commission européenne et prévoyant jusqu'à 800 milliards d'investissements? Et surtout, quel modèle de défense voulons-nous financer? Une armée de pointe ou une armée de masse? Autrement dit, le drone à 20 000 € n'est-il pas préférable à un missile antiaérien Aster à 2 millions d'euros pièce ou à un porte-avions nouvelle génération à plus de 10 milliards? Enfin, comment garantir
tant la soutenabilité que l'acceptabilité de ces investissements pour nos concitoyens. Jusqu'où peut-on aller sans choisir entre les obus et la sécu, entre les rafales et les retraites? C'est pour répondre à ces questions que nous avons réuni un panel de qualité. Je voudrais remercier les économistes et les experts qui nourriront notre réflexion. Je remercie également Jean-Marc Vittori qui modérera nos échanges. J'ai souhaité accueillir de nouveau cette matinale de l'économie car cet événement incarne ce que je veux pour notre Assemblée. Une Assemblée ouverte aux chercheurs, aux économistes, à la société civile. Une Assemblée ouverte aussi aux grands débats de notre temps qui croisent les regards pour mieux éclairer le débat public, celui qui se tranche à quelques pas d'ici, dans l'hémicycle. Je salue enfin les députés qui vont participer à cette table ronde. Madame Marietta Caramanli, membre de la Commission des lois et vice-présidente du groupe d'études Industrie de défense à l'Assemblée, fine connaisseuse des arcanes européennes. Monsieur Christophe Plassard, auteur du rapport d'information remarqué et remarquable sur l'économie de guerre. Il anticipait des pistes au cœur de nos discussions, la création d'un plan d'épargne défense ou des incitations fiscales pour mobiliser l'investissement privé vers nos PME de défense. Mais avant de vous céder la parole, permettez-moi de souligner que cette matinale est aussi l'occasion de célébrer l'excellence de la recherche économique. Dans un instant, nous remettrons le prix AFSE du meilleur livre d'économie. Et sans dévoiler le palmarès, je félicite tous les auteurs finalistes ainsi que les lauréats pour la finesse et la justesse de leurs travaux. Mesdames et messieurs, en 1940, un certain Keynes publiait un opuscule intitulé « Comment financer la guerre ». Il y posait ce diagnostic limpide que je vous livre. Sur le front économique, nous manquons non de ressources matérielles, mais de lucidité et de courage. Alors, mesdames et messieurs, l'heure du courage et de la lucidité est venue. Je vous remercie et je déclare ouverte cette matinale de l'économie. Madame la Présidente, je vous remercie réellement de nous accueillir pour cette nouvelle édition de la matinale de l'économie. En fait, je repensais à la première édition, puisque l'initiative conjointe Assemblée nationale, Journée de l'économie date de 2014. Et en 2014, la première table ronde que nous avions dans cette salle était « Peut-on réduire la dépense publique sans freiner la croissance ?» Il me semble qu'il y a des sujets qui ont une durée de vie assez longue. Donc, si on regarde les sujets qu'on traite depuis 2014 ici, vous seriez surpris en fait de l'actualité de ces débats et qui sont, à mon avis, au centre des réflexions qu'on devrait avoir régulièrement. Notre objectif, il est clair, pour nous, c'est de favoriser la présence de la recherche et de l'expertise dans le débat public, avec ceux qui sont au cœur de cette démocratie, les parlementaires, sur des sujets d'actualité économique, sociale, politique. Et il me semble que le sujet choisi cette année, financer la défense, relever le défi, s'impose de lui-même. Et je suis très heureux qu'il y ait autant de lycéens dans la salle, parce que quand j'ai créé les Journées de l'économie en 2008, je voulais que le grand public, ça soit d'abord en fait tous les jeunes, que vous ayez un peu cette vision des grands sujets et peut-être des choix que vous allez faire dans votre vie derrière. Des choix de formation, des choix aussi peut-être de votre rôle dans la société. C'était une priorité et ça se réalise aujourd'hui dans les manifestations qu'on organise. Mais avant de partir sur ce débat crucial autour du financement de la défense, je vais laisser la parole à Annie Cotte, la présidente du jury de l'Association française de sciences économiques, qui va remettre les prix des meilleurs livres d'économie que nous avons choisis cette année. Merci. Merci Pascal. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdemoiselles et Messieurs les lycéens et lycéennes, je ne sais pas comment on dit, chers amis, c'est toujours un bonheur de remettre ce prix des meilleurs livres d'économie dans ces lieux. Et cette année, le jury était composé par ordre alphabétique, Françoise Benamou, Jérôme Kriel, Anne Pollard,
Pascal Lemairer, évidemment, Valérie Mignon, Jean-Eudes Moncomble, Lionel Rago, Jean-Marc Vittori et moi-même. Je voudrais vraiment les remercier parce que nous avons lu beaucoup. Le choix, comme chaque année, était extrêmement difficile. Et le jury a décidé de primer 3 ouvrages. Mais avant de primer ces 3 ouvrages, nous voulions rendre un hommage à l'auteur d'un des livres qui a été finaliste, qui n'est pas primé, parce que le choix est toujours, non pas impossible, puisque nous le faisons, mais difficile, qui est un des grands économistes français, qui est mort le 24 avril dernier, et qui avait co-signé avec Étienne Espagne une monumentale synthèse de tous ses travaux récents, de tous ses travaux depuis 50 ans, mais notamment de ses travaux récents. Je parle de Michel Aglietta, qui signe pour une écologie politique au-delà du Capital-Océan. Alors, le projet de l'ouvrage consiste à faire émerger les grands régimes historiques de viabilité écologique depuis le Paléolithique jusqu'à maintenant, en passant par l'invention de la roue au IVe siècle avant notre ère, le néolithique, les premiers empires, le système hellénistique, la République romaine, jusqu'à l'époque actuelle. C'est gigantesque. Évidemment, un des thèmes centraux qui a toujours intéressé Michel Aglietta dans ses travaux à côté de l'histoire est la question de la monnaie. Et donc, effectivement, au cœur de ces systèmes, il place la monnaie, l'institution monétaire, dans ses liens doubles avec, d'un côté, l'écologie politique aujourd'hui, de l'autre côté, ce qu'ils appellent le Capital-Océan. Là aussi, depuis l'Europe, depuis l'Empire mongol au XIIIe siècle, jusqu'à la révolution industrielle et ses nouvelles formes de régulation monétaire. Comme chaque année, la concurrence entre les titres était difficile, et donc nous avons choisi de primer 3 autres ouvrages, mais ce salut à toute l'œuvre de Michel Aglietta et à ce dernier livre, encore une fois, qui a passé les différents obstacles avant d'arriver à la liste finale, était pour nous extrêmement important. Alors, nous avons primé, je crois que ça s'affiche quelque part, voilà, nous avons primé 3 ouvrages, 2 essais et un manuel. Premier essai, la taxation des transactions financières de Günther Capelle-Blancard, qui est ici. Günther est professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Et il nous livre une analyse précise, détaillée. En relisant son livre, j'ai envie de dire raisonné au sens d'un catalogue raisonné pour un peintre. C'est vraiment très... Il y a 10 ans, 15 ans de recherche qui sont explorées, mises en œuvre. On a ça d'ailleurs un peu dans les 2 essais. On sent qu'il y a le poids d'une recherche très fouillée qui n'est jamais dogmatique tout en ayant une thèse. Et donc là, l'objet, c'est la taxation, ce que vous connaissez peut-être sous le nom de taxe Tobin, du nom de James Tobin, qui dans les années 70 a proposé le principe d'une taxe sur les transactions financières. L'idée était depuis au cœur de débats passionnés entre économistes hétérodoxes et économistes orthodoxes, entre droite et gauche. Et l'ouvrage de Günther Capelle-Blancard passe en revue l'ensemble des enjeux analytiques, historiques, politiques de cette taxe depuis 3 siècles, plutôt depuis les années 70, mais en gros en remontant à 3 siècles, autour d'un certain nombre de questions. Sur quelle transaction une taxe sur les transactions financières doit-elle porter? À quel taux? Avec quelle visée? Avec quel objectif? Selon quel mode de collecte? Donc l'étude est très fouillée et précise, elle fait part à l'histoire, elle fait part aux expériences, ou plutôt à ce que Günther appelle des quasi-expériences dans son texte, qu'il s'agisse d'expériences nationales ou internationales, et donne une vision extrêmement synthétique avec une proposition de politique économique que je vous laisse découvrir. C'est un petit ouvrage, mais nous l'avons classé en essai et non en poche, puisque nous avons 3 catégories. Et donc, je félicite Günther pour ce beau travail. Madame la Présidente, je vous laisse... Günther, tu viens? Je vous laisse remettre
nous remettons des livres de théorie économique anciens en guise de prix. Voilà, toutes mes félicitations. Bravo à vous. Tu dis quelques mots, si tu veux, si tu n'es pas obligé. Oui, bien sûr. J'ai préparé quelques mots. Alors, bonjour à tous. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Mesdames, Messieurs, c'est vraiment avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui ce prix. Et je tiens bien sûr à remercier chaleureusement l'AFSE, le jury et sa présidente. J'ai également bien sûr une pensée pour mes proches, Constance, mes parents et en particulier ma mère qui ne peut pas être présente aujourd'hui. Alors ce livre porte sur la TTF, Annie l'a rappelé, parfois mieux connue sous le nom de taxe Tobin, cette taxe transaction financière. Et du coup, j'ai peut-être un petit mot pour commencer à destination des étudiants qui sont si nombreux aujourd'hui. J'apprécie beaucoup cet auteur, James Tobin, et James Tobin disait, quand on lui posait la question de savoir pourquoi il avait étudié l'économie, James Tobin répondait qu'il avait étudié l'économie d'abord pour l'élégance mathématique, le raisonnement, mais aussi, surtout, parce que c'était pour lui la possibilité de changer le monde, ou du moins d'essayer. Et je trouve que ce message-là était important et m'avait touché à l'époque, et c'est ce qui m'avait aussi inspiré. Donc je suis vraiment honoré d'être récompensé pour ce long travail, parce que je suis convaincu en plus que la taxation des transactions financières est un vrai sujet, un beau sujet, parfois un peu méprisé par les économistes, mais ça reste vraiment un sujet intéressant au carrefour de beaucoup de préoccupations, des préoccupations fiscales, économiques, financières, mais aussi ça nous oblige à nous interroger sur la finalité de notre fiscalité, de nos marchés financiers, donc avec des questionnements très très larges. Et je suis ravi que le prix soit décerné ici, à l'Assemblée nationale, parce que j'ai pas mal arpenté les couloirs pour essayer justement de discuter avec nos élus pour faire avancer ce sujet. Et donc en avril dernier, d'ailleurs, un amendement a été passé et le taux de la TTF a été augmenté récemment en France. Donc j'en étais ravi, d'autant que ça n'a pas eu de conséquences négatives pour la Bourse de Paris. Alors j'avais fait cette proposition dans l'ouvrage, j'avais d'ailleurs aussi l'année dernière beaucoup discuté, et avec le soutien des ONG, j'avais donc essayé de proposer ce type d'amendement à la loi de finances. Et vraiment, une de mes grandes satisfactions, en décembre dernier, ça a été de constater que tous les partis, des députés de tous les partis, absolument tous les partis, avaient été favorables à l'amendement. Donc j'étais vraiment ravi. J'ai vu ça comme un signe très positif, un signe d'espoir également. L'espoir que dans cette période qui est un peu difficile, un peu troublée, eh bien, on peut encore changer les choses. Même sur des sujets qui peuvent paraître techniques, on peut changer les choses. On peut faire en sorte d'avoir une finance, une économie qui soit à la fois plus efficace, mais aussi plus juste et au service de tous. Et donc, je vous remercie. Merci à vous. Tu peux montrer ce que c'est aussi. Après. Bien, je passe au deuxième essai. Je vous disais, nous avons 2 essais ex aequo. Le deuxième essai est celui de Guillaume Allègre, « Comment donner de l'argent aux pauvres, dépasser les dilemmes de la justice sociale ». Et ici encore, je le disais tout à l'heure, c'est un ouvrage qui couronne d'une part une recherche menée depuis plusieurs années. Guillaume avait co-dirigé un ouvrage collectif avec Philippe Van Parijs intitulé « Pour ou contre le revenu universel ». Donc c'est un thème sur lequel il travaille depuis longtemps. C'est un thème là aussi qui fait l'objet de débats houleux, passionnés et analytiquement très fondés. Et Guillaume, économiste à l'OFCE, propose une synthèse sur les enjeux d'un revenu minimum d'insertion qui est éclairée par des réflexions très claires, très denses sur 3 grands registres. Premièrement, la longue histoire des principes de justice sociale, donc des questions de philosophie normative et d'économie normative,
qui datent d'il y a 3 siècles, mais qui ont été réactualisés au tout début des années 70, en 71 très précisément, par l'ouvrage de John Rawls, Théorie de la justice. Deuxièmement, les outils analytiques des économistes. Günther vient de nous citer le mot de Tobin en disant « Pourquoi est-ce que j'ai fait de l'économie ?» Pour la beauté des modèles mathématiques. Nous allons retrouver ça dans les 3 ouvrages. Donc, les outils analytiques des économistes et donc le rôle social des économistes comme ingénieurs ou, pour reprendre le terme d'Esther Duflo que Guillaume utilise, comme plombier. Et troisièmement, les enjeux politiques et historiques des différentes expériences de redistribution des revenus, de réduction des inégalités qui ont pu être menées en France et à l'étranger. Donc, comme dans l'essai de Günther, l'argumentaire est précis, équilibré, structuré, et là aussi s'organise autour d'une thèse qui n'est pas une thèse dogmatique, qui est vraiment une thèse qui fait la part de tout, mais ce qui nous a séduit beaucoup dans ces 2 essais était que ce ne sont pas des présentations plates. Il y a une thèse derrière consistant à dire, voilà, et la thèse ici, c'est celle de la restauration d'un revenu minimum d'insertion. Guillaume, c'était un bonheur de lire cet ouvrage. Alors j'ai quelques mots aussi. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc c'est un honneur d'être ici, je suis très fier de ces honorés, c'est un plaisir aussi, c'est un plaisir d'être lu par des collègues, c'est pas tous les jours qu'on est lu par ses collègues, et apprécié, donc c'est pas non plus tous les jours, donc c'est un double plaisir. Je remercie mon éditeur Nicolas Duvou, qui est aussi postfacier et qui est aussi président du CNLE, le Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Il y avait trop de lettres, donc c'est juste CNLE. Et je remercie aussi les PUF qui me protègent en ne dévoilant pas le nombre de livres que j'ai vendus, parce que c'est pas... Alors, je suis aussi honoré de recevoir ce prix ici à l'Assemblée nationale, parce que c'est un livre, comme celui de Günther, c'est un livre de politique publique qui a pour objectif finalement, le client de ce livre, c'est pas mes collègues ni les lecteurs de librairie, c'est le client, c'est l'Assemblée nationale, c'est la délibération pour la délibération publique. Et donc, en conclusion, j'ai esquissé aussi dans le livre, il y a une esquisse d'un projet de loi, donc pour un revenu, non plus pour un revenu minimum d'insertion, mais pour un revenu maximisant l'insertion. Donc ça serait un retour au RMI, mais ça serait pas un maximum, ça serait un maximum, parce que l'objectif c'est de maximiser l'insertion. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que ce projet de loi reviendra, et non pas sous la forme d'un livre, mais sous la forme d'un projet ou d'une proposition de loi. Merci, au revoir. Il faut le faire dédicacer, bien sûr. Alors, 3e et dernier prix, ensuite on passe à la table ronde. On change totalement de registre puisqu'il s'agit là d'un manuel. Les 2 précédents ouvrages étaient synthétiques, denses, précis, mais relativement petits et donc lisibles par les jeunes gens qui sont ici. Là, nous avons un manuel au sens traditionnel, tout à fait intéressant et qui vraiment fait le tour d'une question qui n'a pas l'air follement amusante lorsqu'on en parle aux étudiants et qui en fait se révèle passionnante lorsqu'on lit le manuel, qui est l'économie des transports. Alors l'ouvrage est co-signé de 3 auteurs, je ne sais pas s'ils sont là. Bon, c'est pas grave, on gardera les prix. S'il y en a un, il y en a 2, et le 3e, il y en a 3. Voilà. Alors ces 3 auteurs sont Émile Quinet, ingénieur général des ponts et chaussées, professeur à PSE à Paris Sciences Économiques, membre de l'Académie des technologies et auteur de très nombreux travaux sur l'économie des transports depuis 4 décennies à peu près. Nicolas Coulombelle, professeur à l'École des Ponts, David Meunier, économiste au Commissariat général du développement durable. Il y a là, c'est très rare d'avoir des manuels qui représentent
une somme. Alors, c'est d'autant plus utile que c'est le premier manuel en français sur l'économie des transports, qui associe une grande rigueur analytique, toujours James Tobin, toujours l'élégance des mathématiques, une présentation très claire, très utilisable par des étudiants des différents modèles mis en œuvre en économie des transports. Donc on passe en revue la plupart des modèles de théorie économique en microéconomie et en macroéconomie, et une ouverture très utile sur les nouveaux enjeux qui ont irrigué le domaine de l'économie des transports, comme l'économie géographique ou les questions de développement durable. Donc merci d'apporter au débat et à nous autres pauvres professeurs, pauvres enseignants-chercheurs, ce complément absolument précieux des cours sur l'économie des transports. Alors j'ai 3 cadeaux que vous allez vous partager. C'est très compliqué de trouver des histoires d'histoire de la pensée économique en économie des transports. Madame la Présidente, je vous confie ceci. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous remercier, Madame la Présidente, et mes chers collègues du jury qui nous ont fait l'honneur de nous décerner ce prix. Et nous sommes particulièrement heureux de faire cette présentation devant des lycéens qui sont des futurs étudiants et qui vont peut-être, pour un certain d'entre eux, un grand nombre d'entre eux, j'espère, faire des études d'économie. Et au fond, c'est à eux que ce livre est en partie destiné, pas uniquement, mais en partie à eux. Et je voulais leur dire combien il est important que l'économie soit analysée, étudiée et pratiquée par des gens qui connaissent bien les bases fondamentales. Et c'est le but de ce livre qui était de fixer ses bases sur un domaine qui est spécialement intéressant, les transports, parce qu'au fond, ils nous touchent tous dans notre vie quotidienne. Nous sommes tous, dans une certaine mesure, des spécialistes des transports, et également parce que ce domaine fait apparaître de manière flagrante, tout à fait évidente, l'ensemble des problèmes qui se posent à l'économie. La dépense publique, on en a parlé, combien elle est importante, et les transports sont un des sujets de la dépense publique. L'environnement, l'écologie, les transports connaissent actuellement une transformation fondamentale concernant la transition écologique et également tout un tas d'autres éléments tels que, par exemple, l'organisation spatiale, l'organisation de l'espace, l'aménagement du territoire, etc. Donc, tous nos remerciements à vous et également à nos collègues pour avoir bien voulu reconnaître notre travail. Merci beaucoup. Rapidement, merci beaucoup à la FSE pour ce prix. Merci Madame la Présidente. Et on parle un peu des transports en ce moment avec la conférence sur le financement des mobilités. Donc j'espère que vous avez pensé à mettre une petite copie sur la table de chevet de tous les participants. Bonne journée à toutes et bon débat ce matin.